Je m'appelle Sadie Langford. J'ai 28 ans et la nuit où mes parents m'ont jeté dehors, mon père ne m'a pas posé une seule question. Il s'est contenté de pointer du doigt l'allée et de crier « Sors d'ici !» Pourquoi as-tu fait ça à ta sœur? Ma mère n'a pas crié, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Elle m'a regardé avec une expression froide et finie et m'a dit « Je n'ai rien à te dire ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que personne dans cette maison ne se souciait de savoir si je disais la vérité. Et ma sœur aînée était rentrée à la maison en pleurant, m'avait accusé d'être à l'origine de son divorce, et c'était tout ce qu'il fallait. Aucune preuve. Pas de conversation. Aucune chance de me défendre. Une seule accusation, et soudain, j'étais la méchante d'une histoire que je ne comprenais même pas encore. Je les regardais fixement, comme si, en restant calme une seconde de plus, quelqu'un allait reprendre ses esprits. Mais ma sœur se tenait derrière eux, se tamponnant les yeux et répétant le même mensonge. Si je n'avais pas fait entrer la mauvaise personne dans sa vie, son mariage tiendrait toujours. C'était le genre de mensonge auquel les gens s'accrochent lorsqu'ils veulent une cible propre, et ce soir-là, j'étais la plus facile dans la pièce. Avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait, mon père a commencé à tirer mes affaires vers la porte d'entrée. Ma mère a ramassé tout ce qui m'appartenait et l'a jeté sur la pelouse, comme si elle débarrassait les poubelles avant le ramassage des ordures. Mes vêtements, mes livres, mes chargeurs, mon matériel de travail, tout cela a atterri dans l'herbe pendant que je restais là, en état de choc. Puis l'instinct a repris le dessus et je me suis agenouillée pour essayer de sauver mon ordinateur portable avant qu'il ne se fissure. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tout mettre dans un S. À ces points, je n'arrêtais pas de répéter « Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît. Écoutez-moi. » Mais personne ne m'écoutait. C'était le pire. Ils avaient déjà décidé qui méritait de la compassion et ce n'était pas moi. J'ai donc pris ce que je pouvais, j'ai chargé ma voiture dans l'obscurité et je suis partie, les larmes aux yeux, croyant sincèrement qu'être jetée par ma propre famille était la pire chose qui pouvait m'arriver. J'avais tort, car un mois plus tard, juste après minuit, un courriel anonyme est arrivé sur mon téléphone, et ce qu'il révélait était bien pire que le mensonge qui avait détruit ma vie. Avant de parler de ce courriel et des retombées qui ont suivi mon expulsion, indiquez l'heure et le lieu où vous vous trouvez dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous écoutez ce soir. J'ai passé les 2 premières nuits qui ont suivi dans l'appartement de mon amie Kelsey, dormant sur un canapé qui sentait les bougies à la vanille et le détergent à lessive. Essayant de ne pas pleurer assez fort pour qu'elle m'entende à travers la porte de la chambre. Je lui ai dit que c'était temporaire. Je me suis dit la même chose. Je me disais que mes parents se calmeraient peut-être au matin, que ma mère appellerait, que mon père poserait au moins une question avant de décider que j'avais ruiné la famille. Mais le matin est arrivé, puis un autre, et mon téléphone est resté silencieux, à l'exception des courriels du travail et d'une alerte à la fraude de ma banque. Le 3e jour, la réalité s'est imposée. Je ne faisais pas de pause à la maison. J'ai donc trouvé le studio le moins cher que je pouvais m'offrir à North Austin, j'ai signé le bail avec des mains qui tremblaient encore quand je pensais à cette nuit-là, et j'ai emménagé avec 2 sacs de voyage, un panier à linge cabossé et un ordinateur portable que j'étais terrifiée à l'idée d'allumer parce que j'en avais besoin pour continuer à gagner de l'argent. L'endroit était suffisamment petit pour que je puisse me tenir debout dans la cuisine et toucher le bord du lit sans faire un pas de plus. Mais il y avait une serrure sur la porte et mon nom sur les papiers. C'était plus de confort que je n'en avais ressenti depuis que mon père m'avait montré du doigt l'allée et m'avait dit de partir. J'aimerais pouvoir dire que je suis devenue forte tout de suite, mais la vérité est que j'ai passé cette première semaine en mode survie. J'ai pris des travaux de conception en freelance pendant la journée, j'ai mangé des nouilles au micro-ondes le soir et j'ai continué à vérifier mes messages bloqués. Comme si une partie de moi croyait encore que l'un d'eux allait craquer le premier et admettre qu'il avait fait une erreur. J'ai appelé ma mère 3 fois avant de réaliser que mon numéro avait été bloqué. J'ai envoyé un texto à mon père, juste une ligne, lui demandant de me laisser m'expliquer, mais le message n'est jamais arrivé. Ma sœur m'a également bloqué, ce qui, d'une certaine manière, était presque drôle étant donné que c'était elle qui avait fait exploser ma vie et qu'elle voulait toujours avoir le privilège du silence. Quelques jours plus tard, je suis retournée en voiture chez mes parents parce que je ne pouvais pas accepter que tout soit fini sans une seule vraie conversation. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Ma mère a ouvert, m'a vue debout et son visage s'est instantanément durci. J'ai commencé à dire « Maman, s'il te plaît, juste 5 minutes, virgule. » Mais elle m'a interrompu avant que je n'ai pu prononcer le premier mot. Elle m'a dit que si je revenais sans y avoir été invitée, elle appellerait la police. Puis elle m'a fermé la porte au nez,
Comme si j'étais une étrangère qui essayait de vendre quelque chose. Je suis restée là pendant une seconde à fixer le grain du bois, sentant cette vague chaude d'humiliation remonter le long de mon cou, puis j'ai fait demi-tour et je suis retournée à ma voiture avant que les voisins ne regardent mieux. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre que ma famille agisse comme ma famille, mais j'avais encore besoin de savoir si le mensonge au centre de tout. Cela était un tant soit peu vrai. J'ai donc contacté la femme que ma sœur avait accusée d'être responsable de l'échec de son mariage. Elle s'appelait Delaney Cross. Contrairement à tout le monde chez moi, elle a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes assises à l'extérieur d'un café près de son studio de pilates. Et je lui ai demandé directement s'il y avait déjà eu quelque chose entre elle et le mari de ma sœur. Elle a eu l'air choquée, puis presque offensée, et m'a répondu que non. Elle m'a dit qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une poignée de fois, à l'occasion d'un événement local sur le bien-être, et qu'ils avaient eu quelques conversations informelles sur la kinésithérapie et l'entraînement. Rien de privé, rien de romantique, rien d'approchant. Puis elle a sorti son téléphone et m'a montré les photos de ses fiançailles avec son fiancé, un homme avec qui elle était depuis des années. Et il n'y avait aucune hésitation chez elle, aucune nervosité, aucun signe qu'elle cachait quoi que ce soit. Je l'ai cru presque immédiatement, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Car si Delaney disait la vérité, ma sœur n'avait pas simplement paniqué et accusé la mauvaise personne. Elle m'avait choisi. Elle avait fait exprès de me pointer du doigt. Je suis rentrée chez moi après cette réunion, la poitrine si serrée que j'avais du mal à respirer, et pour la première fois, je me suis laissée aller à penser quelque chose que j'avais trop peur de dire à voix haute. Ce n'était pas un malentendu, c'était un coup monté. Je ne savais pas encore pourquoi, et je n'avais aucune preuve. J'ai donc fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis retournée travailler, j'ai payé mon loyer, j'ai gardé la tête baissée et j'ai essayé de survivre à ce genre de solitude qui vous fait vous demander si vous avez toujours été à votre place quelque part. Si vous avez déjà vu votre vie entière bouleversée par un mensonge, vous savez déjà que le pire n'est pas le mensonge lui-même. C'est de réaliser à quelle vitesse les personnes qui prétendent vous aimer sont prêtes à y croire. Un mois s'est écoulé, et je suis devenue très douée pour prétendre que j'allais bien. Pas guérie. Pas bien. Juste fonctionnel. J'ai appris à répondre aux courriels des clients sans avoir l'air épuisé. À sourire lors des appels Zoom depuis un appartement qui semblait encore à moitié temporaire, et à garder ma voix stable lorsque les gens me demandaient avec désinvolture si j'habitais près de ma famille. En réalité, j'avais cessé de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes, en espérant que l'un d'entre eux reprenne soudainement ses esprits. Cet espoir commençait à me gêner. J'ai donc consacré tout ce que j'avais au travail. J'ai accepté tous les projets en freelance que je pouvais traiter, je me suis couché trop tard pour corriger des révisions et j'ai dit oui à tout ce qui pouvait m'occuper l'esprit. Cela a porté ses fruits plus rapidement que je ne l'espérais. Une entreprise régionale de services à domicile avec laquelle j'avais passé un contrat m'a proposé un poste de concepteur à distance à temps plein après que j'eus terminé un projet d'image de marque avant la date prévue. Ce n'était pas un film glamour où toute ma vie bascule comme par magie. Mais c'était la première bonne nouvelle que j'avais reçue depuis la nuit où mes parents m'avaient jeté dehors. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Ce soir-là, je me suis acheté un café au lait hors de prix près de mon immeuble, je me suis assise près de la fenêtre avec mon ordinateur portable et j'ai posté une petite mise à jour en ligne. Rien de dramatique, juste une photo de mon café, de mon écran et une légende sur le fait de repartir à zéro, sur le fait que la survie semble parfois petite et peu impressionnante jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'on est toujours debout. Je n'essayais pas d'envoyer un message à qui que ce soit. Je me parlais à moi-même autant qu'à n'importe qui d'autre. Je suis ensuite rentrée chez moi, j'ai répondu à 2 autres courriels, j'ai pris une douche et je me suis couchée en pensant que j'avais peut-être enfin passé le pire. Juste après minuit. Mon téléphone a sonné sur la table de nuit. J'ai failli l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'un spam ou d'une autre notification d'application que j'avais oublié de désactiver, mais quelque chose dans l'objet du message m'a fait me redresser immédiatement. Tu n'as jamais été le problème. J'ai fixé ces 5 mots pendant une seconde entière avant d'ouvrir le message. Dans le champ de l'expéditeur, il n'y avait pas de nom que je reconnaisse, juste une adresse électronique étrange qui semblait avoir été créée à la hâte. Le message lui-même était court, presque douloureusement court. Ça dit, tu n'as rien fait de mal. J'aurais dû te le dire plus tôt. Ouvre la pièce jointe avant que quelqu'un d'autre ne réécrive ce message. Mon pouce s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je me souviens d'avoir regardé autour de mon appartement, comme si quelqu'un était en train de me regarder lire. Il y avait un fichier joint, et pendant une seconde paranoïaque.
Je me suis demandé s'il s'agissait d'une arnaque, d'une farce ou même d'un autre piège destiné à m'humilier une fois de plus. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce n'était pas un hasard. Personne n'aurait pu écrire ces mots sans savoir exactement ce qui m'était arrivé. Ma bouche est devenue sèche. Mes mains ont commencé à trembler comme la nuit où j'étais sur la pelouse de mes parents, essayant de rassembler ma vie avant qu'elle ne soit piétinée dans l'herbe. J'ai ouvert le dossier. En quelques secondes, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un ragot, d'une rumeur, ni de vagues excuses d'un spectateur coupable. C'était une preuve. De vraies preuves. Des captures d'écran. Des dates. Des enregistrements. Des morceaux d'une histoire qui ne ressemblait en rien à celle que ma sœur avait vendue à mes parents. Je me suis sentie malade presque instantanément. Mais pas parce que j'étais confuse. Parce que je commençais à comprendre. Et une fois que j'ai compris qui avait envoyé cet email et pourquoi il était resté silencieux si longtemps, j'ai su une chose avec certitude. Ma vie n'avait pas été détruite par une accusation émotionnelle dans le feu de l'action d'un divorce. Elle avait été détruite par un mensonge délibéré, et la personne qui l'avait raconté ne s'attendait pas à ce que la vérité me revienne. J'ai ouvert la pièce jointe en m'attendant à un détail affreux, peut-être un message, une explication, quelque chose d'assez petit pour que je puisse m'asseoir dans mon lit et le traiter morceau par morceau. A eu lieu de cela. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait déposé toute une vie cachée sur mes genoux à 00h30 du matin. Est la première chose que j'ai vue. C'est une capture d'écran d'un fil de texte entre ma sœur et un certain Travis Dalton. Au début, je n'ai pas reconnu ce nom. Puis j'ai continué à lire et mon estomac s'est retourné. Les messages n'étaient pas vagues. Et il ne s'agissait pas de quelque chose que l'on pouvait expliquer comme étant amical ou mal interprété. Ils étaient intimes, imprudents et empreints du genre de familiarité décontractée que les gens n'ont que lorsqu'ils ont déjà franchi toutes les limites qui comptent. Il y avait des plaisanteries sur le fait de se faufiler, des plaintes sur les avocats, et un message de ma sœur qui m'a glacé le sang. Elle a écrit qu'une fois le divorce prononcé, elle s'assurerait que tout le monde croit que c'est son mari qui l'a humiliée en premier. J'y suis restée figée, fixant l'écran. Lisant la même ligne encore et encore parce que mon cerveau ne voulait pas accepter ce que cela signifiait. Elle avait tout planifié. Il ne s'agissait pas d'une crise émotionnelle désordonnée où elle a saisi l'explication la plus proche et a paniqué. Elle avait construit une histoire. Elle avait choisi une cible. Et d'une manière ou d'une autre, cette cible, c'était moi. J'ai continué à faire défiler les messages. Il y avait des courriels confirmant une réservation d'hôtel. Il y avait des factures liées à une séance de photos de Marc à la clinique dermatologique où elle travaillait, et c'est ainsi qu'elle avait rencontré Travis en premier lieu. Il y avait des horodatages. Des dates et suffisamment de chevauchements pour qu'il soit impossible à quiconque d'honnêteté de nier ce qu'il avait sous les yeux. Puis j'ai découvert les papiers du divorce. C'est à ce moment-là que j'ai enfin vu le nom de l'expéditeur dans les documents signés et que j'ai su exactement qui m'avait envoyé l'email, Ethan Barrett, l'ex-mari de ma sœur. Il avait joint une partie du dossier d'enregistrement, ainsi qu'une courte note expliquant pourquoi il m'avait contacté maintenant. Il a écrit qu'il avait vu mon message en ligne et qu'il s'était rendu compte que je portais encore les séquelles de quelque chose que je n'avais jamais causé. Et elle m'a dit qu'il était resté silencieux au début parce qu'il était en colère, humilié et plus concentré sur sa sortie que sur la réparation des dommages que ma sœur avait causés à tous ceux qui l'entouraient. Mais une fois qu'il a appris que j'avais été mis à la porte et coupé du monde à cause de son mensonge, il n'a pas pu vivre avec lui-même s'il n'avait rien déité. Et la suite a été encore plus dure. Ethan a inclus la preuve que Delaney n'avait rien à voir avec le divorce. Rien du tout. Pas de liaison. Pas de réunion secrète. Pas de tromperie émotionnelle. Pas même de message suspect. Ma sœur avait glissé le nom de Delaney dans l'histoire parce qu'elle avait besoin d'une femme crédible à pointer du doigt, et elle avait glissé le mien dans l'histoire parce que j'étais le pont le plus facile entre eux. J'étais le lien commode, la personne jetable. La personne qu'elle savait que la famille sacrifierait s'il s'agissait de protéger son image. J'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai dû poser mes pieds sur le sol et respirer. Puis j'ai ouvert le dernier dossier. C'est là que se trouvait le reste de son mensonge. Il y avait des captures d'écran montrant mes parents lui envoyant de l'argent après qu'elle ait prétendu avoir besoin d'aide parce que son mari l'avait trahi et l'avait laissé dévasté. Il y avait des confirmations de virement, des notes sur les frais de justice et un document montrant qu'elle avait discrètement vendu son SUV après que le divorce a commencé à s'effilocher plus vite que prévu. Et la note d'Ethan expliquait que ma sœur avait essayé de se transformer en partie blessée afin d'obtenir de la sympathie, de l'argent et un endroit sur où se poser tout en gardant enfouie la véritable raison de la fin du mariage. Elle n'avait pas seulement menti à mon sujet, elle avait profité de ce mensonge. À ce moment-là,
Je n'étais plus seulement choqué. J'étais furieux comme je ne l'avais jamais été auparavant. Pas une fureur bruyante. Pas le genre de colère où l'on crie ou l'on jette des objets. C'était plus froid que ça. Plus propre. Le genre qui s'installe dans vos os lorsque vous réalisez que quelqu'un a regardé votre vie, votre maison, votre relation avec vos parents, et a décidé que c'était un dommage collatéral acceptable pour sa propre survie. J'y suis retourné à la première page et j'ai recommencé, cette fois-ci plus lentement, en me forçant à lire attentivement chaque ligne. Chaque capture d'écran. Chaque date. Chaque reçu. Je devais être sûr de moi avant de me laisser aller à ressentir ce que je ressentais, mais plus j'avançais, plus les choses devenaient claires. Ma sœur n'avait pas simplement menti dans un moment de désespoir. Elle avait mis en scène toute une version de la réalité où elle était la victime, où son mari était dépeint comme le méchant. Et où j'avais été jetée dans le feu pour empêcher qu'on ne s'intéresse de trop près à eux. Le pire, c'était de savoir que mes parents l'avaient facilement aidé à le faire. Ils n'ont jamais posé de questions, parce que sa version leur donnait quelque chose de simple à quoi s'accrocher. Une histoire propre. Une fille coupable. Une fille à défendre. Moi d'un côté, elle de l'autre. Et ils ont choisi en quelques secondes. Lorsque j'ai finalement levé les yeux de mon téléphone, mon appartement était silencieux à l'exception du ronronnement de l'air conditionné, mais tout avait changé en moi. Pendant un mois, j'avais essayé de survivre à ce que ma famille m'avait fait subir. Maintenant, j'ai compris que la survie ne suffisait plus. Je n'avais pas besoin de confort. J'avais besoin de la vérité dans une pièce où personne ne pouvait la fuir. Pour la première fois depuis que j'avais été chassée de cette maison, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que le chagrin. J'ai ressenti de l'espoir. Pas un doux espoir. Un espoir dangereux. Celui qui apparaît lorsque la personne qui vous a enterré vivant oublie que la terre peut être déplacée. J'ai à peine dormi après avoir lu l'email d'Ethan. Au lever du soleil, j'avais déjà classé toutes les captures d'écran, tous les enregistrements et tous les reçus dans des dossiers sur mon ordinateur portable, parce que j'étais sûre d'une chose. Et si je devais retourner chez mes parents, je ne reviendrais pas avec des larmes. Je reviendrais avec des preuves. Ce matin-là, j'ai contacté Ethan Barrett sur LinkedIn et lui ai demandé s'il pouvait me rencontrer en personne. Il m'a répondu presque immédiatement. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un café de South Lamar, et à la seconde où il s'est assis, il s'est excusé. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas fait de discours dramatique, il s'est excusé tranquillement, directement. Comme s'il le faisait depuis des semaines. Et elle m'a ensuite tendu un dossier contenant des copies imprimées de tout ce qui figurait dans l'email, et plus encore. Il avait des calendriers, des captures d'écran originales, des dossiers de divorce, des relevés de paiement, et suffisamment de détails pour détruire tous les mensonges que ma sœur pourrait essayer de raconter. Il explique que Vanessa n'a pas paniqué et n'a pas accusé la mauvaise personne par accident. Elle avait construit l'histoire à dessein. Elle a utilisé le nom de Delaney pour créer une affaire crédible, et elle a utilisé le mien parce que j'étais la personne la plus facile à sacrifier. Elle savait que mes parents la protégeraient d'abord et ne poseraient jamais de questions. Ethan a également admis qu'il aurait dû venir me voir plus tôt. Au début, il pensait que la vérité sortirait d'elle-même. Puis il a vu mon message en ligne, s'est rendu compte que je payais encore pour le mensonge de Vanessa et a décidé qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus ensemble à la maison de mes parents sans prévenir personne. À la seconde où mon père a ouvert la porte et a vu Ethan debout à côté de moi, j'ai su que la journée n'allait pas se dérouler comme ma sœur l'avait prévu. Et ma mère est apparue, raide et réservée, puis Vanessa est apparue derrière eux. Elle s'est figée. Ethan n'a pas perdu une seconde. Et elle a posé le dossier sur la table à manger et a dit, « Vanessa vous a tous menti. Elle m'a trompée, a rejeté la faute sur Sadie, et je peux le prouver. » Ma mère a essayé de nier immédiatement, mais Ethan a continué à présenter les preuves pièce par pièce. Des textos entre Vanessa et Travis, des reçus d'hôtel, des dossiers de divorce. Des documents montrant que mes parents avaient envoyé de l'argent à Vanessa parce qu'elle prétendait être la victime abandonnée. Vanessa a essayé de m'interrompre, en pleurant et en insistant sur le fait qu'Ethan déformait tout, mais à chaque fois qu'elle parlait, une autre page tombait sur la table. C'est alors que j'ai souligné la partie qui a permis à mon père de comprendre à quel point la manipulation était profonde. Vanessa n'avait pas seulement menti à propos du divorce. Elle leur avait soutiré de l'argent pendant que je dormais sur le canapé d'un ami à cause de son histoire. Et la pièce est devenue silencieuse. Mon père l'a dévisagée comme s'il ne l'avait jamais vue clairement auparavant.
Lorsqu'Ethan a ajouté qu'elle s'était également débarrassée de biens personnels pour couvrir des factures qu'elle ne voulait pas expliquer, c'était fini. Mon père a craqué. Et elle lui a dit de faire son sac et de partir. Vanessa s'est mise à sangloter et à supplier, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, mais personne n'a bougé. Quelques minutes plus tard, mon père tirait sa valise et jetait ses affaires sur la pelouse. Chaussures, vêtements, maquillage, chargeur. Tout cela a atterri dans la même pelouse que celle où ma vie avait été jetée un mois plus tôt. Vanessa est restée là à pleurer, à demander grâce, puis elle m'a regardé et a murmuré, « Sadie, s'il te plaît, dis quelque chose. » Je l'ai regardé, j'ai regardé la pelouse, j'ai regardé mes parents qui se tenaient figés dans l'embrasure de la porte, et j'ai dit la seule chose honnête qu'il me restait. Maintenant, tu sais ce que l'on ressent. 2 jours plus tard, Vanessa s'est présentée devant mon studio comme si l'humiliation subie chez nos parents n'avait jamais eu lieu. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée debout, les yeux gonflés, les cheveux en désordre, avec le même talent pour transformer un désastre en performance. Dès qu'elle a vu mon visage, elle s'est remise à pleurer. Elle m'a dit que nos parents ne répondaient pas à ses appels, qu'elle n'avait aucun endroit stable où rester, que je devais l'aider à régler ce problème parce que j'étais la seule personne qu'il pouvait encore écouter. Je pense honnêtement que c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement arrêté. Ni en colère, ni triste. Juste fini. Elle avait menti à mon sujet, détruit ma relation avec mes parents, m'avait regardé me faire jeter sur la pelouse, et maintenant elle était à ma porte, me demandant de la sauver des conséquences de ses propres choix. Je lui ai dit non, calmement, clairement, sans discours, sans argument. Je lui ai dit que je n'allais pas nettoyer un désordre qu'elle avait fait exprès de créer. Et j'ai commencé à fermer la porte. C'est alors que son visage a changé. Les larmes se sont taries presque instantanément et la douceur a disparu. Elle m'a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que je me réjouissais de sa douleur. Elle m'a dit que si j'avais un peu de décence, j'appellerais nos parents pour leur rappeler qu'elle faisait toujours partie de la famille. Je l'ai regardée et je lui ai dit la seule chose qu'elle ne m'avait jamais offerte. Tu aurais dû penser à ta famille avant d'utiliser la mienne pour te sauver. Puis j'ai fermé la porte. J'aurais aimé que cela s'arrête là. Mais les gens comme Vanessa ne s'en vont pas tranquillement lorsqu'ils perdent le contrôle. Les appels ont commencé cette nuit-là. D'abord 3 d'affilée, puis 7 autres d'un numéro bloqué, puis de longs messages vocaux où elle pleurait, me blâmait, me suppliait et me menaçait, tout cela dans le même souffle. Le lendemain matin, elle avait commencé à poster de vagues mensonges à mon sujet dans un groupe Facebook du quartier, se décrivant comme une femme abandonnée de tous et laissant entendre que j'avais ruiné sa vie par jalousie. C'était pathétique, mais aussi instable, ce qui la rendait dangereuse. Le pire s'est produit 2 jours plus tard, lorsque je me suis rendue à ma voiture pour faire des courses et que je l'ai trouvée assise sur le trottoir, près de l'entrée du parking, comme si elle m'avait attendue. Lorsque j'ai voulu monter dans ma voiture, elle s'est levée, s'est placée devant et a refusé de me laisser partir. Elle n'arrêtait pas de répéter, « Tu ne t'éloigneras plus de moi en voiture. » Je lui devais un dernier acte de loyauté après tout ce qu'elle avait fait. Mes mains tremblaient, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Je me rendais compte qu'elle essayait encore de me forcer à jouer le rôle qu'elle m'avait assigné dès le départ. Pratique, jetable. Responsable de tout ce qu'elle cassait. J'ai donc appelé la police. Je ne l'ai pas prévenu. Je n'ai pas négocié. J'ai simplement appelé et j'ai attendu. Lorsque le policier est arrivé, Vanessa était toujours en train de fulminer, d'insister sur le fait que je montais tout le monde contre elle, d'agir comme si mon refus de la sauver était une sorte de trahison. Je leur ai montré le journal des appels, les messages vocaux, les posts et les messages. Cela a finalement mis fin à la représentation. Elle a été retirée de la propriété. Quelques jours plus tard, j'ai demandé une ordonnance de protection. À peu près au même moment, nos parents m'ont envoyé un long texte qui ressemblait à des excuses jusqu'à ce que je le lise 2 fois. Ils m'ont dit que la famille avait besoin d'espace pour guérir. Que les émotions avaient été fortes et que nous pourrions peut-être tous nous asseoir bientôt autour d'un dîner pour aller de l'avant. Pas une seule fois ils n'ont dit que ce qu'ils m'avaient fait était impardonnable. Ils ne voulaient pas rendre des comptes. Ils voulaient du réconfort. Il voulait retrouver l'apparence d'une famille. J'ai regardé ce message pendant une bonne minute, puis je les ai bloqués tous les 2. Pour la première fois de ma vie, choisir ma propre paix ne m'a pas semblé cruel. Je me sentais en retard. À la fin du mois, Vanessa avait perdu presque tout ce qu'elle avait menti pour protéger.
L'ordonnance de protection signifiait qu'elle ne pouvait plus s'approcher de moi sans risquer de réelles conséquences. Une fois que le rapport de police et les captures d'écran de son harcèlement ont été documentés, la clinique privée où elle travaillait a ouvert une enquête interne. Elle avait utilisé le temps de travail pour envoyer des messages, avait entraîné un drame public dans des espaces en ligne liés à des clients locaux et était devenu exactement le type de responsabilité qu'ils ne voulaient pas voir représenter leur cabinet. Ils l'ont renvoyé. C'est ainsi que le salaire régulier sur lequel elle comptait a disparu. Nos parents lui ont également coupé les vivres, non pas par principe au départ, mais parce qu'ils étaient soudain terrifiés à l'idée d'être à nouveau utilisés. Sans leur argent, sans son travail et sans personne qui veuille bien continuer à répondre à ses appels, Vanessa a dû quitter la location de courte durée dans laquelle elle se cachait et emménager dans un appartement délabré en dehors de la ville, le genre d'endroit où les allées sont tachées, les lumières des couloirs vacillantes et où le bureau de l'accueil couvre les fenêtres avec des stores bon marché. Travis a disparu à la seconde où les choses sont devenues gênantes. Ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la valeur réelle de cette affaire. Quelques connaissances communes ont cessé de lui parler lorsque la vérité s'est répandue, et les autres ont gardé leur distance parce que personne ne veut se rapprocher de quelqu'un qui peut détruire sa propre famille sans sourciller, puis crier à la victimisation lorsque le mensonge s'effondre. Pour la première fois de sa vie, Vanessa n'avait plus de public, plus de plan de secours, plus personne ne se précipitait pour la protéger du désordre qu'elle avait créé. Elle a passé des années à croire qu'elle pouvait pointer du doigt quelqu'un d'autre et s'en sortir indemne. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée seule, avec sa réputation en ruine, sa carrière brisée, son mariage rompu, la confiance de sa famille perdue. Il ne restait plus personne à blâmer qui puisse encore être forcé de porter le fardeau à sa place. Quant à mes parents, ils ont continué à essayer pendant un certain temps. Un message vocal de ma mère. Un long courriel de mon père. Une carte d'anniversaire sans réelles excuses à l'intérieur. Juste quelques phrases prudentes sur le regret et sur le fait que les familles ne devraient pas rester divisées pour toujours. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt. Le regret n'est pas la même chose que la responsabilité. Me manquer n'est pas la même chose qu'arranger les choses. Ils ne tendaient pas la main parce qu'ils étaient soudainement devenus des personnes sur point. Ils tendaient la main parce que la version de la famille qu'ils avaient choisie s'était effondrée et qu'ils voulaient maintenant avoir accès à la fille qu'ils avaient jetée. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué de nouveaux numéros, filtré de nouveaux courriels et continué à construire une vie qui ne dépendait pas d'un amour conditionnel, lentement, tranquillement. Cette vie est devenue belle. Mon petit studio ne ressemblait plus à de la survie. Je me sentais en paix. Mon travail s'est renforcé, ma confiance est revenue. J'ai ri davantage, j'ai mieux dormi. J'ai cessé de repenser à cette nuit sur la pelouse et j'ai commencé à penser à l'avenir sans que la peur ne soit au centre de celui-ci. Ce qui est étrange quand on perd les mauvaises personnes, c'est que cela fait de la place pour le bon type de vie. Avec le recul. La pire nuit de ma vie m'a aussi donné la leçon la plus claire que j'ai jamais apprise. Le sang ne rend pas les gens loyaux. L'histoire commune ne les rend pas sur point et le fait d'être apparenté à quelqu'un ne signifie pas qu'il faille continuer à saigner juste pour prouver qu'on l'aime. La vraie famille n'a pas besoin que vous soyez commode. La vraie famille n'exige pas votre silence pour qu'un menteur puisse rester à l'aise. La vraie famille ne vous rejette pas dès qu'il est plus facile de croire quelqu'un d'autre. Vanessa a payé un prix très élevé pour ce qu'elle a fait, et certains diront peut-être que c'est trop. Ce n'est pas mon cas, car ce qui lui est finalement arrivé n'était pas de la cruauté, c'était une conséquence. Elle a construit sa vie sur la tromperie, m'a utilisé comme bouclier et s'attendait à ce que la vérité reste enfouie à jamais. Ce ne fut pas le cas. Elle est revenue pour elle, morceau par morceau. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à cacher. S'il y a une chose que j'espère que tous ceux qui m'écoutent retiendront de mon histoire, c'est bien celle-ci. Ne restez jamais fidèle à des personnes qui ne sont fidèles qu'à la version de vous qu'il leur est facile d'utiliser. Parfois, la paix vous coûte votre famille, parfois elle vous sauve la vie, et si vous avez déjà eu à choisir entre le sang et la paix, je veux savoir honnêtement lequel vous avez choisi et si, au bout du compte, il vous a libéré. Chez Riven Jargon, notre équipe travaille dur pour créer des histoires fictives significatives et engageantes qui divertissent tout en partageant des leçons positives et une valeur éducative avec nos téléspectateurs. Chaque histoire diffusée sur cette chaîne est conçue uniquement à des fins narratives, dans le but de délivrer des messages réfléchis et des informations utiles sur la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Suivez Riven Jargon pour soutenir notre chaîne et nous encourager à continuer à créer pour vous des vidéos captivantes et de grande qualité.
Good. Mm-hmm. Slow.